Entre 40 000 et 60 000 ans avant notre ère, l'Australie est peuplée par ses premiers habitants. Durant des siècles, ce vaste territoire souvent hostile voit les aborigènes évoluer et développer leur culture en son sein. En 1788, un peu plus de 1000 Britanniques arrivent pour ouvrir un camp pénitentiaire sur l'île. Ces derniers emmènent avec eux des maladies. Les aborigènes sont décimés, passant de 350 000 à quelques dizaines de milliers sur le territoire. À titre d'exemple, en 30 ans, les habitants de l'île de Tasman passent de 5 000 à 300 âmes. Pourtant, avec une présence si ancienne sur ce vaste territoire, on imagine que, comme ailleurs, l'organisation sociale des individus, et par conséquent leurs rites funéraires, ont eux aussi changé et revêtent de nombreuses particularités, car on compte 500 tribus à l'arrivée des colons. Il faut avant tout garder en tête qu'une fois en présence de colons, les aborigènes ont mené diverses actions de résistance contre la prise de leurs ressources. Et tout au long du XXe siècle, ces derniers ont été les cibles d'actions d'assimilation, comme on a pu voir au Canada. En 2008, les aborigènes représentaient 2,2% de la population totale australienne. En revanche, tous les groupes dialectaux n'ont pas rencontré les Occidentaux au même moment, et certains ont été au contact des Blancs uniquement dans les années 50. Lorsque l'on reprend la littérature ethnographique du XIXe siècle, les rites funéraires d'Australie sont bien souvent illustrés car ils restent très curieux pour beaucoup d'étrangers. En effet, la conception même de l'univers par les aborigènes, le temps du rêve, reste difficile à saisir pour de nombreuses personnes extérieures à cette culture. Au cœur de leur quotidien, il y a la terre qui leur permet de vivre et qui est au centre de leurs croyances. La mort et son annonce. Tout d'abord, selon les groupes, on peut assister à ce que l'on peut qualifier de mort non naturelle, c'est-à-dire que les morts sont le fruit d'une intercession spirituelle à la demande d'un vivant. Et comme dans beaucoup d'endroits, il y a une notion de loi du talion qui s'applique. Une fois le responsable trouvé et les raisons de la mort explicitées, cette dernière doit être vengée. C'est le cas de certains groupes qui vivent dans le désert, par exemple. Même si la mort naturelle n'est pas quelque chose de normal pour un groupe, cela ne signifie pas que le fait de mourir est rejeté. D'ailleurs, l'esprit d'un mort qui a eu un statut social puissant de son vivant pourra chercher à se venger sur ses proches qui sont susceptibles d'avoir œuvré au retrait de son enveloppe corporelle. Ainsi, il peut arriver que les proches partent quelques jours ou semaines en laissant leurs affaires en désordre pour faire croire à l'esprit qu'ils ne sont pas là. Les rites funéraires à venir sont là pour apaiser le mort et par conséquent protéger ceux qui sont en vie. Les esprits peuvent ainsi être à terme capturés une fois apaisés et donnés à un vivant du groupe soigneusement choisi pour que le rite funéraire soit effectué sans encombre. Ici, le mort est tabou. Tout ce qui concerne ce dernier est brûlé. Son nom ne doit pas être prononcé pendant des années et tout ce qui le concerne de près ou de loin doit être oublié. Et si par malheur quelqu'un d'autre porte le même prénom, il ne doit plus l'utiliser. La pratique de rendre un prénom tabou à la mort se retrouve dans divers endroits du globe. C'est le cas par exemple chez les Inuits. Les rites funéraires vont varier d'une région à une autre, mais également selon l'impact de la christianisation sur les individus. Lorsque l'individu expulse son dernier souffle, son esprit va rester présent, puis partir vers un autre lieu impalpable en lien avec l'ancestralité et les racines du peuple aborigène. Comme en de nombreux endroits, ce n'est pas une mort cachée ou discrète qui n'affecte que la famille proche, mais c'est bien un événement social qui est marquant pour les individus du groupe. Ici, pas de téléphone pour annoncer une mort. Les pleurs doivent être suffisamment audibles pour alerter le reste des vivants. Les pleurs ne sont pas uniquement l'expression d'une tristesse personnelle, mais ils s'inscrivent dans l'aspect social de cette expression liée à un événement qui touche le groupe, et plus encore en fonction des liens de parenté entre individus. La notion de sorry business et de sorry camp, lieu où les proches endeuillés doivent rester un certain laps de temps, est une notion importante du rite funéraire local et est toujours d'actualité. Cette période est de durée variable et va être celle des rites, mais aussi des interdits qui entourent le mort et son évocation. Il ne faut pas oublier que, désormais, les rites sont codifiés aussi par le dogme catholique, d'où la présence de messes et d'inhumations en cimetière, chose relativement nouvelle pour les aborigènes australiens. On abordera alors la question des rites hors cadre catholique contemporain dans cette vidéo. Les femmes vont se faire du mal, se tirer les cheveux comme des pleureuses antiques ou bien se marteler avec des pierres. Les hommes vont aussi se faire du mal, parfois avec des objets coupants ou encore des lances. L'idée est de marquer le corps de ce deuil et d'intégrer cette expression de la douleur, encore une fois à une échelle sociale et personnelle, dans sa chair.
Il est possible de s'enduire de cendres d'un feu éteint pour certains groupes, tandis que dans le désert, par exemple, les ornements corporels seront faits de charbon noir et d'ocre. Le mort lui-même peut être orné également de peintures ou de cendres pour son dernier voyage. C'est la suite de son traitement qui va varier également selon les régions ou les groupes. Tout d'abord, certains vont choisir d'inhumer le mort en pleine terre, dans diverses positions, ce qui va avec le temps favoriser la mise à nu d'ossements dans des zones d'inhumation. Il est ainsi relativement courant encore maintenant de trouver des dents ou des ossements au sol, et l'État invite fortement à ne pas y toucher pour ne pas déranger les sépultures. Néanmoins, les gens sont invités à noter la présence de tombes et de joindre des associations chargées de les répertorier et de les protéger. Pourtant, lorsque l'on prend les ouvrages anciens, la pratique qui étonne les auteurs est bien celle du dépôt des morts sur des plateformes en hauteur. Une pratique que l'on retrouve dans d'autres endroits, comme à Haïti par le passé, ou encore chez les natifs d'Amérique du Nord. Une fois le corps décomposé, les aborigènes vont récupérer les ossements pour les placer dans une structure naturelle, comme une grotte par exemple. Néanmoins, les natifs de la terre d'Arnhem, au nord du pays, vont collecter les os et les conserver pendant un certain nombre de mois. Puis, ils vont les placer dans un tronc creusé d'eucalyptus et peint parfois avec les mêmes motifs que ceux qu'on peut retrouver sur le mort. Les ossements aussi seront peints avant d'être mis dans le contenant, cette fois-ci avec de l'ocre. Le contenant sera ensuite placé à un endroit qui va être en lien avec le vivant du défunt. Par exemple, un pêcheur regardera la mer et on disposera son contenant pour que cela soit le cas. Le décor des troncs creusés a rapidement intéressé les musées et les collectionneurs qui ont pris un grand nombre de ces contenants funéraires pour leur collection. Depuis les années 1950, ces troncs sont fabriqués et vendus au marché occidental, mais ne contiennent pas d'ossements et ne sont pas utilisés à des fins funéraires. Ce qui n'empêche pas, nous le verrons, des demandes de restitution des vrais troncs funéraires encore conservés à l'étranger. Les différents artistes et peintres vont se reconnaître à leurs travaux qui vont caractériser le style de leur groupe. Le corps des aborigènes, un objet de convoitise. Pendant plusieurs siècles, les aborigènes d'Australie ont été pillés de leur production matérielle ainsi que de leurs restes humains à destination de musées ou de collectionneurs privés. Depuis 2011, l'État australien appuie les revendications des aborigènes pour les demandes de restitution d'objets sacrés ou de dépouilles. C'est le cas d'arbres sculptés, mais également des éléments liés aux cérémonies de Dupun. Sans oublier les corps des aborigènes qui ont été pris pour agrémenter les collections d'anatomie comparée. C'est d'ailleurs l'histoire du livre L'appel du cacatoès noir de John Danalis, mais aussi du documentaire Etched in Bones qui suit le rapatriement de dépouilles aborigènes en Australie et les rites qui sont préparés par leurs descendants pour les accueillir. Les crânes des aborigènes d'Australie ont beaucoup intéressé les anthropologues et autres collectionneurs du 19e et du 20e siècle, car ils possèdent bien souvent un bourrelet susorbitaire très développé et très proéminent en comparaison avec des crânes venus d'ailleurs. La récupération de ces derniers se faisait aussi à l'occasion de conflits violents avec la mort à la clé. Ainsi, l'identité de certains crânes conservés en musée est connue. Depuis les années 2000, des rapatriements de restes humains ont commencé à avoir lieu. Ce sont encore plusieurs centaines de crânes qui sont encore en institution et probablement bien plus chez les collectionneurs privés. La loi rappelle qu'en Australie, il est pourtant interdit de collecter et de conserver des squelettes aborigènes, invitant ceux qui en trouvent en vidant les maisons de leurs grands-parents, par exemple, à appeler un service dédié. De leur vivant, outre l'aspect purement ostéologique, ce sont aussi les scarifications très impressionnantes qu'arboraient les aborigènes qui intéressent les chercheurs. Vers l'âge de 16 ou 17 ans, les hommes et les femmes recevaient des scarifications faites avec des pierres taillées tranchantes ou, s'ils vivaient près de la mer, des coquillages aiguisés. Diverses matières pouvaient être posées au niveau des plaies, comme de l'ocre, de la cendre ou encore des toiles d'araignée effritées. Puis, un stick de bois était chauffé à blanc et passé sur les scarifications pour les cautériser et leur donner leur relief si caractéristique. Comme lors de la présentation de tatouages ou autres scarifications sur ma chaîne, celles-ci permettent à son porteur de montrer en un coup d'œil son statut social, ainsi que d'accéder à certaines étapes de sa vie d'adulte. Ce qui est difficile dans le cadre des rapatriements de squelettes et de crânes, c'est surtout le travail qui est fait en amont pour permettre une traçabilité de ces derniers. Comprendre si on a des traces d'achat ou de vente en archives et si on peut déterminer d'où ils proviennent et dans quelles conditions ils sont arrivés chez les collectionneurs.
Ces recherches demandent la cohésion de nombreux spécialistes pour réaliser ce travail de fourmi, valable pour d'autres rapatriements de restes humains dans le monde. Les rites funéraires actuels. Dans ce qui est appelé le sorry business, les affaires du deuil en quelque sorte pour les aborigènes d'aujourd'hui, nous l'avons vu, le catholicisme, mais également la sédentarité, ont modifié les rites, ajoutant des messes et des traitements des corps liés au travail des pompes funèbres. Pour autant, il faut savoir que les aborigènes sont très souvent en deuil, puisqu'ils sont tous, non pas en termes de sang, mais en termes de relations sociales, parents. Les aborigènes meurent beaucoup plus tôt que les autres Australiens. De nombreuses raisons l'expliquent, comme le manque d'accès aux denrées quotidiennes, l'alcool, la violence et l'isolement. Le peu de perspectives d'avenir, mais également le suicide, est devenu une cause de plus en plus importante de mort au sein de cette communauté. Il est important de rappeler que, malgré des excuses officielles du gouvernement en 2008 à l'intention des aborigènes, des actions sont toujours attendues et que le combat continue dans le pays, comme on a pu le voir autour de diverses causes. Par exemple, l'interdiction d'escalader le site sacré d'Uluru, ou encore un meilleur accès aux soins pour la communauté. Conclusion. Nous l'avons vu, l'histoire des aborigènes d'Australie est très longue et pour les périodes anciennes, malgré les fouilles archéologiques, des données sont toujours à découvrir pour mieux comprendre comment s'est peuplée l'Australie, mais également comment se débrouillaient les groupes sociaux entre eux. Les rites funéraires sont relativement variés et vont aussi évoluer dans le temps en fonction des rencontres, des groupes aborigènes puis de l'arrivée des colons. Victimes de la violence, les aborigènes vivent toujours dans des conditions très difficiles et le moment des funérailles est toujours important d'un point de vue social et il est collectif pour ces derniers. Si vous souhaitez vous pencher du côté du cinéma, plusieurs films ont pour sujet le rapport colon-aborigène. On retrouve d'ailleurs souvent l'acteur David Gulpilil, décédé il y a peu en décembre 2021. On retrouve l'acteur également sur la question des rites funéraires avec pour toile de fond une épidémie dans le film Cargo, sorti en 2017. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les croyances aborigènes australiennes sont extrêmement complexes. Je vous laisserai donc vous tourner vers la bibliographie en source de vidéos pour continuer à explorer le sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce vers le haut, cela me fait toujours très plaisir. À bientôt!